Chapitre 5. Amis. Une fois encore, je me réveille bien après le lever du soleil, à croire que le mouvement du carrosse d'ébène me berce. Tout comme hier, la banquette d'en face est désertée. La trappe est refermée sous mes pieds, et désormais je sais ce qui se trouve dessous. À nouveau, je suis tentée de la soulever, mais je me retiens. Pour horripilant qu'il soit, fanfaron et imbu de sa personne, Alexandre s'est aussi montré attentionné lors de notre échange. Bien évidemment, il demeure un seigneur de la nuit, un ennemi juré, et j'ai fait semblant de lui accorder mon amitié uniquement pour me concilier ses faveurs. Mais il n'est sans doute pas le pire représentant de son espèce. N'assure-t-il pas être différent de tous les autres? Plus moderne, prétend-il, et peut-être aussi plus humain. Du reste, il n'est pas le commanditaire du meurtre de ma famille. Comme il me l'a dit, il n'a fait qu'accompagner l'inquisiteur en tant que simple représentant de l'autorité royale. Ce n'est pas lui, l'immortel, qui a massacré les miens, mais des hommes de chair et de sang bien vivants comme moi. Tandis que ces assassins s'acquittaient de leur immonde besogne, lui gisait dans sa soute. Peut-être que s'il avait pu en émerger à temps, il aurait ordonné qu'on arrête le carnage pour se contenter de faire des prisonniers. N'a-t-il pas affirmé qu'il détestait la violence gratuite et les souffrances inutiles? Mon cœur chavire. Je suis orpheline désormais, et je le resterai jusqu'au dernier jour de ma vie. Je n'ai plus de parents, plus de frères, et mes grands-parents sont morts depuis longtemps. Me voilà seule au monde. J'avoue ne plus savoir à quoi je sers, sans doute à rien du tout. À cette pensée, je me rappelle le petit médaillon de maman. Je l'extrais de la poche de mon négligé pour l'observer à la lumière du jour. C'est un modeste bijou de bronze, pas plus gros qu'une noix, sans autre fioriture qu'un petit fermoir. D'aussi loin que je me souvienne, je l'ai toujours vu au décolleté de ma mère, mais je ne lui ai jamais demandé ce qu'il enfermait. Le moment est venu de le découvrir. J'appuie sur le fermoir. Le médaillon s'ouvre, tel une coquille. À l'intérieur se trouve un petit cadran horaire blanc, protégé par une plaque de verre. Ce que j'avais pris pour un simple bijou est en réalité une montre à gousset que maman portait en sautoir. Les aiguilles sont arrêtées, marquant 7h38. Le mécanisme s'est peut-être cassé dans la bataille, à moins qu'il ait été brisé avant. Au revers du couvercle est gravée une devise, la liberté ou la mort. Mais ce n'est pas tout. Dans le réceptacle repose une mèche argentée, soigneusement enroulée autour d'un ruban bleu. Ma gorge se serre, mes yeux se brouillent. Ma mère, à qui je me suis si souvent opposée par goût de la contradiction, dont j'ai fui les sermons au fond des forêts, portait contre son cœur un échantillon de mes propres cheveux. Je me moquais d'elle quand elle me recommandait de ne pas prendre de risques inconsidérés, mais elle savait de quoi elle parlait mieux que quiconque, elle qui vivait sur le fil du danger. Je pensais jouer les grandes rebelles en prétendant vouloir aller à la foire de Bellerive à 3 lieues de la butte aux rats, bravant la loi du parquage. Je me croyais follement courageuse, en affirmant vouloir chasser de nuit au mépris de la loi du couvre-feu, sous prétexte que les abominations sont rares dans notre région enclavée. J'ai mal et j'ai honte de lui avoir reproché pendant toutes ces années de veiller trop scrupuleusement à ce que je respecte le code mortel. Elle le faisait uniquement pour que mes frasques n'attirent pas l'attention sur la famille et son secret. Même si pour moi, le mot « liberté » gravé sur le couvercle de la montre reste un mirage, j'aurais voulu partager ce mirage avec les miens. Les paroles de Valère me reviennent en mémoire. Les parents disent que tu es trop imprévisible. Est-ce la raison pour laquelle maman a préféré me tenir hors de la confidence? M'aurait-elle tout révélé pour mes 18 ans, comme l'a prétendu Bastien? Est-ce que la présence de mes cheveux dans le réceptacle signifie qu'elle croyait au moins un peu en moi? Au moment de ranger la montre à gousset dans ma poche, mon regard tombe sur le panier d'osier posé à côté de moi. Il a été regarni depuis la veille. Soulevant le torchon, je découvre une nouvelle miche de pain tranché à la croûte dorée, mais aussi une motte de beurre frais soigneusement enveloppée dans du papier, accompagnée de 3 petits pots de confiture. Cette fois, je dévore ma pitance avec un appétit féroce. Je passe le reste de la journée à observer le paysage à travers la vitre. Bientôt les hameaux se rapprochent, se transforment en véritables villes dont les toits luisent au loin d'un éclat métallique. Des murailles grises emprisonnent ces cités où se concentre le Caréta. Au moment où le soleil disparaît, le tocsin résonne derrière le carreau, démultiplié.
Ce sont tous les clochers des villes d'Île-de-France qui sonnent les uns après les autres dans un concert menaçant. La trappe se soulève en émettant un grincement et Alexandre apparaît dans un souffle d'air froid. « À ton service, ma chère », dit-il, après avoir allumé la lanterne en s'inclinant pompeusement devant moi. « La journée a été bonne ?»« Oui, quoiqu'un peu solitaire. » Je minaude, rentrant dans le jeu de la demoiselle en détresse pleine de gratitude. Notre conversation me manquait. Un fin sourire se dessine sur les lèvres du vicomte. « Je suis là maintenant, prêt à en reprendre le fil », s'exclame-t-il. « Mais d'abord, dis-moi ce que tu penses de ces nouvelles pompes que j'ai mises spécialement pour toi. » Il exhibe fièrement ses souliers. « Ce sont des Talaria dernier cri, en pur croco de Louisiane, » m'informe-t-il, comme je tarde à réagir. « Classe ou pas ? » Elles sont très belles. Ils font aussi des modèles féminins à se damner, m'assure-t-il. Le roi t'en offrira sans doute quelques paires en tant que pupille, sans talons rouges bien sûr, parce qu'ils sont exclusivement réservés aux vampires. Étiquette oblige. Je lorgne les talons vermeils des souliers d'Alexandre, prenant bonne note de cette information. Elle pourra m'être utile plus tard pour reconnaître les suceurs de sang à la cour, si l'aura glacé de leur présence n'y suffit pas. « Tu sembles connaître tant de choses que j'ignore, » dis-je, flattant son ego. « Tu parles de Versailles comme si tu y avais déjà vécu une vie entière. »« Mais c'est le cas, Diane, » dit-il en riant. Et cette fois-ci j'aperçois la pointe de ses canines. « Une vie, et même plusieurs. » Comme la veille, l'illusion d'être en face d'un garçon de 19 ans se trouble. « Je repensais justement au passé avant-hier soir, » reprend-il. « Je rassemblais mes souvenirs pour les mettre en bon ordre avant d'arriver à Versailles. Il ne s'agirait pas que je confonde un tel avec un autre, que je fasse le baisement à la mauvaise marquise ou que j'adresse la parole au mauvais duc. La cour des ténèbres a ses codes, ses pièges mortels, et le moindre faux pas s'y paye au prix du sang. » Je me rappelle l'état de pétrification dans lequel Alexandre est resté la première nuit du voyage, des heures durant. Il était donc perdu dans ses souvenirs. À mon tour, il faut que j'y puise autant que possible. Cette école qui m'attend à Versailles, la grande écurie, de quoi s'agit-il exactement ? Je lui demande. C'est une institution créée il y a 3 siècles par Louis XIV lui-même, avant sa transmutation, pour former les meilleurs cavaliers du royaume. De nos jours, on y apprend toujours l'équitation, mais pas seulement. C'est là qu'est éduquée la fine fleur de la noblesse mortelle, la crème de la crème, si tu vois ce que je veux dire. Tous les ans, à la mi-août, des filles et des garçons issus des plus hautes familles de la Magna Vampiria intègrent le pensionnat, avant de faire leur entrée officielle à la cour. Les meilleurs d'entre eux sont même admis au service du roi en personne, en tant qu'écuyer et écuyère. Sa Majesté en sélectionne 2 parmi les aînés, chaque 31 octobre, la nuit anniversaire de sa transmutation. Il s'esclaffe. Je te parlais de la cour comme d'un panier de crabes, mais ce n'est rien à côté du pugilat qui s'engage chaque année entre les prétendants à la faveur royale. Toi, tu serais déjà disqualifié. Il me pointe de son index. Là, sur mon corsage, il y a une trace orange parmi les traînées de sang bruni. Une petite tache de confiture d'abricot. Il faudra que tu apprennes à manger sans en mettre partout, me tense-t-il espièglement. Sans quoi tu t'attireras les foudres de Madame Étiquette, l'hydre qui veille sur les bienséances à la cour. Ne me fais pas croire que tu ne t'es jamais taché lors de tes... repas. Le sang, c'est bien connu, ça marque terriblement. Il pouffe, son rire se mêlant au grincement des roues qui tournent à toute allure. Décidément, j'adore ton franc-parler, et la cour l'appréciera aussi. Il étire son long corps sur sa banquette, posant ses talons rouges au coin de la mienne. Tu as raison, j'ai gâché plus d'un jabot de dentelle. Ils sont si durs à récupérer une fois souillés. Il pousse un profond soupir. Le sang. Encore le sang, toujours le sang. On en revient sans cesse là. C'est la partie la plus pénible de notre nature à nous autres vampires. On nous appelle les seigneurs de la nuit. Mais en vérité, nous sommes des esclaves du sang. Je sens qu'il est sérieux à présent. Le temps du badinage est passé. On n'entend plus que les craquements du carrosse, tandis que la lanterne oscille au plafond. Si tu savais comme j'aimerais être libéré de cette soif débilitante, reprend-il. De toutes les chaînes du passé qui pèsent sur notre espèce, c'est la plus lourde à porter. Moi, je te l'ai dit,
Je veux m'envoler vers l'avenir. Je veux embrasser furieusement tout ce qui est moderne, avec toutes mes tripes, avec toute ma cervelle, avec toute mon âme. Secrètement, je rêve d'un monde où les vampires n'auraient plus besoin de sang humain pour se nourrir. Ces paroles me troublent plus que toutes celles qu'Alexandre a prononcées depuis notre rencontre. Jamais je n'aurais imaginé un vampire parler de son âme, et encore moins dénigrer le sang, cette valeur suprême qui structure l'État, la religion, l'impôt, toute la société. Ton rêve se réalisera peut-être, je murmure. Je veux dire, peut-être qu'un jour, les vampires découvriront le moyen de survivre autrement. Alexandre se penche vers moi et prend ma main dans la sienne. Elle me semble légèrement moins froide qu'avant. Je vois que tu es une incorrigible idéaliste, comme moi. Il faudra te méfier à Versailles, car nombreux sont ceux qui veulent écraser tout germe de pensée progressiste. Merci pour cet avertissement, Alex. Je m'en souviendrai. Il me sourit, puis il se renverse à nouveau sur sa banquette. Pour l'heure, il convient hélas de sacrifier à la malédiction des ténèbres. Malgré tous les beaux discours et toutes les belles espérances, elle est toujours d'actualité. Il plonge la main dans sa redingote et en sort un récipient de verre que je reconnais aussitôt. C'est un flacon hématique, spécialement conçu par la faculté pour prélever et conserver la dîme. Il est rempli à ras-bord d'un liquide rouge et visqueux. « Je suis désolé de me sustenter devant toi », s'excuse-t-il. « D'habitude, je préfère faire cela en privé, mais vu l'étroitesse de notre voiture, je n'ai guère le choix. » Il débouche le flacon et l'approche de son nez. Pour la première fois, je vois sa narine frémir. Oui, frémir de plaisir. Quel délicat fumet, se réjouit-il. Ce sang est encore frais, pas comme les flacons à demi coagulés que l'archiatre de Clermont m'envoyait chaque mois. Maudite soit la faculté. Il faut dire que j'ai prélevé moi-même ce breuvage à la carotide de ma victime. Figure-toi, Diane, qu'un de ces frondeurs imbéciles était encore vivant quand je me suis réveillée il y a 2 nuits. Ou plutôt, devrais-je dire, une frondeuse. Je me fiche sur la banquette, crucifiée par ces paroles et par ce qu'elles signifient. Non, c'est impossible. Maman était morte quand nous avons quitté la maison, Bastien et moi, j'en suis sûre. Ou presque. Cette garce se traînait sur le sol de la salle à manger, une main plaquée sur le cou dans un effort ridicule pour stopper l'hémorragie. Poursuit Alexandre. C'est fou ce que la vermine s'accroche à la vie. Si les frondeurs s'étaient laissés capturer sans discuter tous les 5, on aurait pu les décapiter proprement, afin de recueillir leur sang sans en perdre une goutte. Tu te rappelles, je t'ai dit que je détestais les souffrances inutiles. Tant qu'à souffrir, autant que ça serve à quelque chose. Comme le professe la faculté, il n'est de pire crime que le sang gâché. Bref, j'ai soulevé les doigts de cette gueuse, un à un, pour laisser ce qui restait de sang chaud s'échapper de sa plaie, et j'en ai recueilli assez pour remplir 3 flacons. Tais-toi, je bredouille, prise d'une violente envie de régurgiter les tartines offertes par cette ordure que j'ai osé appeler mon ami. « Ben quoi, Diane, ne te mets pas dans des états pareils ?» proteste-t-il, sans comprendre ce qu'il m'arrive. « Je te parle d'une ennemie de la vampiria, d'une ville criminelle associée à ceux qui ont lâchement tué ton père. Elle m'a imploré de l'épargner. Si tu avais entendu la manière dont ces supplications grotesques se mêlaient aux gargouillis du sang dans sa gorge ouverte comme un sourire, c'était d'un comique. Tu devrais savourer ta revanche, tout comme je savoure ce nectar. » Il porte le flacon à ses lèvres blêmes, aspirant à longs traits tout ce qu'il reste de maman.